Avant de commencer mon propos sur ce débat, je souhaite à mon tour m'associer à l'hommage qui a été rendu tout à l'heure par notre président de l'Assemblée nationale et exprimer au nom du groupe écologiste notre solidarité avec les familles des victimes et notre reconnaissance à l'égard des forces de police et de gendarmerie de notre pays qui assurent, parfois au prix de leur vie, la sécurité de nos concitoyens. Nous rendons aussi hommage à cette occasion aux soldats de l'armée française qui sont engagés sur notre territoire et à l'étranger. Nous saluons aussi, nous le disons très clairement, l'action du président de la République sur ces terribles attentats qui ont frappé notre pays et votre discours, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, l'action de votre gouvernement avec en première ligne sur ces sujets vos ministres, messieurs Cazeneuve, Le Drian et Fabius. Nous venons de traverser l'une des épreuves les plus douloureuses de notre histoire contemporaine. Les attaques perpétrées contre Charlie Hebdo, contre des agents de police et contre l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes resteront gravées dans notre mémoire collective. Mais dans ce contexte d'extrême émotion, il est de notre responsabilité de ne pas céder à la précipitation et d'apporter des réponses concrètes, rigoureuses et fermes aux questions que soulève notre dispositif de lutte contre le terrorisme. Le hasard a voulu que nos obligations constitutionnelles nous conduisent à nous prononcer aujourd'hui sur la prolongation de l'intervention militaire en Irak, où nos armées combattent l'État islamique, du moins qui se prétend comme tel, acteur majeur du djihad international. Et parce que la France se déclare solidaire du camp du droit contre la politique de l'agression, pour reprendre la formule employée par le président François Mitterrand lors du déclenchement de la première guerre du Golfe, il me semble nécessaire de rappeler la résolution de l'ONU sur laquelle nous nous appuyons. Dans cette résolution 2178 du 24 septembre dernier, placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui autorise le recours à la force en cas de non-respect, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle ses États membres, je cite, à s'attaquer à l'ensemble des causes du phénomène terroriste, ce qui inclut non seulement de se positionner sur la scène internationale comme partie prenante d'une lutte globale contre le développement de la menace terroriste, mais également de prendre des dispositions internes afin d'empêcher la radicalisation, de juguler le recrutement, d'interdire aux combattants terroristes de voyager ou encore de lutter contre l'extrémisme violent et l'incitation à la commission d'actes terroristes. Les termes du Conseil de sécurité de l'ONU sont sans équivoque. Ce travail n'est pas seulement souhaitable, il constitue une obligation. C'est bien dans cet esprit, dans le cadre d'une action de la communauté internationale, que le groupe écologiste aborde la question de la lutte contre le terrorisme en général et le débat sur la prolongation de l'intervention militaire en Irak en particulier. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, il y a un quasi-consensus dans cet hémicycle pour affirmer que nous sommes confrontés à un phénomène d'une ampleur et d'une nature particulière. L'actualité nous a douloureusement rappelé que cette menace pouvait sévir en France, mais elle frappe également d'autres pays, à commencer par ceux qui sont majoritairement musulmans. Le président nigérien Mamadou Issoufou a parlé hier, dans une intervention au journal Libération, d'une seule et même internationale terroriste allant du Moyen-Orient au Sahel en passant par certains pays du Golfe. Cette menace s'enracine dans une idéologie totalitaire, une sorte de nouveau fascisme. Dans une tribune publiée le 9 août dernier, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin affirmait d'ailleurs « L'islamisme est à l'islam ce que le fascisme fut en Europe à l'idée nationale, un double monstrueux et hors de contrôle, à cheval sur l'archaïsme et sur la modernité. » Avec cette idéologie, la religion est instrumentalisée, dévoyée au service d'un projet politique qui vise à prendre le pouvoir dans des pays existants, comme ce fut le cas avec les talibans en Afghanistan il y a déjà près de 20 ans, ou à créer de nouveaux États, comme tente aujourd'hui de le faire Daesh, sur un territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie, où d'ores et déjà il prélève l'impôt, remplace les tribunaux civils par des tribunaux islamiques, dirige les administrations et a levé une armée. Et c'est également le cas dans certaines zones du Sahel ou d'Afrique de l'Ouest, comme au Nigeria, où le groupe terroriste Boko Haram contrôle un territoire grand comme la Belgique et commet les pires atrocités depuis 2 ans. Face à cette menace, le rôle de la France, c'est d'abord de participer à l'effort international, le cas échéant dans le cadre d'interventions militaires, pour ne pas laisser se constituer des zones de concentration terroriste. Et je veux rappeler ici que lorsqu'il s'est agi d'intervenir au Mali,
en Irak ou en Syrie, la France a été au rendez-vous sous l'impulsion du président de la République, François Hollande, au nom de la protection des populations et du respect du droit, et nous pouvons nous en féliciter. Mais c'est également d'adapter notre législation pour garantir aux citoyens tout à la fois la liberté et la sécurité qui sont non pas opposables mais consubstantielles. Il y a 4 mois, c'est au nom de ces principes que le groupe écologiste avait apporté un soutien conditionné à l'intervention militaire en Irak. Aujourd'hui, et parce qu'il n'est pas d'intervention militaire d'envergure qui ne s'inscrive dans le temps long, la poursuite de l'opération nous apparaît cohérente. Pour autant, le contexte de tension que nous avons connu ces derniers jours ne doit pas nous conduire à abaisser notre niveau d'exigence et de vigilance en ce qui concerne les principes, les valeurs et les objectifs qui justifient notre engagement militaire. J'avais exprimé, il y a 4 mois, un certain nombre de réserves et d'interrogations par rapport à l'opération dite Chamal. Plusieurs d'entre elles conservent leur pertinence aujourd'hui. D'abord, les crises syriennes et irakiennes sont venues rappeler l'enchevêtrement des problématiques sécuritaires et communautaires. Aujourd'hui, les tensions opposant chiites et sunnites, kurdes et minorités chrétiennes, yézidis et sabéennes, les inégalités et la pauvreté constituent un terreau sur lequel prospèrent les idéologies fondamentalistes. Au mois de septembre, le groupe écologiste avait appelé à la tenue d'une conférence internationale dont la France pourrait prendre l'initiative. Cette conférence pourrait notamment permettre de formuler des propositions pour introduire de nouveaux modèles d'administration respectueux des droits des minorités qui sont au cœur des problématiques de cette région, ou de poser des principes de gestion et de partage des ressources en eau et en hydrocarbures. Ensuite, nous devons nous interroger sur les contradictions de nos relations avec les populations kurdes d'Irak et de Syrie. En Irak, les Peshmerga constituent un relais militaire de premier plan pour la coalition et un rempart de poids dans la lutte contre l'idéologie de l'État islamique, alors qu'en Syrie, les soldats du PKK et du PID appuient les opérations de la coalition, comme ce fut récemment le cas dans le massif de Sinjar. Dès lors, comment expliquer que certaines organisations qui combattent avec nos armes sur le terrain demeurent inscrites sur les listes terroristes de l'Union européenne ou que certaines de leurs instances représentatives en France soient tenues à l'écart des relations bilatérales? En outre, compte tenu du périmètre relativement limité de l'intervention française, qui a assuré moins de 3% des frappes aériennes en Irak et qui ne participe pas aux opérations en Syrie, comment garantir que notre autonomie stratégique sera respectée et que notre voix sera entendue, d'autant plus que nos partenaires européens refusent de s'affirmer comme des acteurs diplomatiques et militaires sur ce terrain comme sur d'autres, ce que nous regrettons. Les échecs des interventions en Afghanistan, en Irak et en Libye ont montré les limites de la stratégie américaine, se limitant au volet militaire. En Irak, comme l'a dit Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, nous devons soutenir la transition politique en encourageant la formation d'un gouvernement inclusif qui soit à l'image de la diversité de la population irakienne. En Syrie, où la répression du régime et de l'État islamique a fait plus de 200 000 morts, la coalition doit à tout prix imposer une opération humanitaire d'envergure et soutenir un projet politique de transition fondé sur la réunification des oppositions syriennes. Et nous tenons à dire très clairement que nous partageons la position du président de la République qui refuse toute réhabilitation du régime de Bachar el-Assad à l'occasion de cette intervention. Enfin, la crise irakienne doit nous interroger sur le jeu trouble de certaines puissances régionales. Je pense bien entendu au rôle du Qatar et de l'Arabie saoudite qui finançaient l'État islamique hier et qui interviennent à nos côtés aujourd'hui. Mais je pense également à la Turquie qui, pour des raisons de politique intérieure, se refuse à venir en aide aux Kurdes de Kobané, au mépris de leurs engagements internationaux, ou qui fait preuve d'un laxisme évident vis-à-vis des combattants, notamment venant de France ou d'Europe, qui transitent par son sol pour rejoindre les rangs de Daesh. Voilà, mes chers collègues, les principes qui fondent la position du groupe écologiste aujourd'hui: sang-froid, fermeté et exigence. Car si nous nous honorons d'être pacifiques, nous nous devons d'être fermes. La volonté de paix est une chose, une autre est l'impuissance, et l'histoire nous enseigne combien la seconde peut ruiner la première, comme l'avait dit Michel Rocard devant cet hémicycle en tant que Premier ministre en 1991. Le groupe écologiste votera donc en faveur de la prolongation de cette intervention. Merci. Merci, Monsieur de